partager le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ben effectivement, quand j'ai été interdit de séjour au Sénégal de 2007 à 2010, voilà, j'ai trouvé ça d'abord bizarre parce que le Sénégal, c'est quand même le pays de la Teranga et ça s'est reconnu à travers le monde. Et donc moi, j'ai été surpris qu'il y ait une annonce à la télévision nationale pour dire que je ne peux plus venir au Sénégal. Bon, écoutez, j'ai compris parce qu'en général, quand c'est comme ça, nous, en tant que règlement, on se dit, bon, notre message a atteint l'objectif. Parce que j'avais fait un discours à l'époque dans lequel je disais que quand on ne veut pas que son fils vienne à l'Assemblée nationale pour expliquer les problèmes du pays, et qu'il fallait le laisser dans le berceau à la maison. C'était par rapport au sujet que vous connaissez. Il y a Karim Wade qui était attendu à l'Assemblée nationale pour venir expliquer un peu la gestion du budget voilà. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était difficile pour moi en tant qu'Africain d'être interdit des séjours dans un pays africain. Donc, pour moi, ça a été difficile. Mais bon, en 2010, je suis revenu, j'ai rencontré le président Wade et qui m'a fait savoir qu'il n'était pas au courant de cette interdiction. Bon, donc j'ai pris ça quand même positivement, mais ça fait tellement de bruit, ça m'aurait étonné qu'il n'était pas au courant. Mais avec beaucoup de respect, je pense que le président Wade reste un grand président, a été un grand président du Sénégal. Donc je me suis dit aussi, vous savez, ça arrive que des ministres prennent des décisions pour, je ne sais pas si c'est pour faire plaisir au chef sans que le chef ne soit au courant, mais je pense que ça a dû être un incident comme ça. Sinon, j'ai rencontré le président Wade à l'époque, en 2010, qui m'a fait savoir qu'il n'était pas au courant. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Mais que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko me reçoive en audience, pour moi, ça a été un réel plaisir. Un réel plaisir, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'homme, pour son combat, pour sa trajectoire. Surtout le fait qu'il ait été porté par le peuple. Vous savez, ça fait 30 ans que je chante pour le peuple, je m'adresse au peuple, parce que je suis convaincu que c'est lui qui a le pouvoir, et que si on arrive à le réveiller, et que s'il arrive à s'unir et à se mettre ensemble, il peut gagner tous les combats. Et je pense que c'est ça que j'ai vu au Sénégal. Le peuple sénégalais, en majorité, s'est levé pour décider de qui va le diriger. Et donc, quand un homme politique est porté comme ça par le peuple, voilà, nous on est contents, nous ça nous fait plaisir, ça veut dire que notre message est entendu. Parce que dans beaucoup de pays, c'est la division, les politiciens profitent de la division. Et ils arrivent à le faire. Et ça crée des morts, ça crée beaucoup de problèmes. Mais ce qu'on a vu au Sénégal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko, pour moi, ça a été un grand honneur. Parce que l'homme est inspirant. C'est quelqu'un qui a... La manière dont il a fait les choses, c'est incroyable de voir un homme politique comme ça sur le continent africain qui dit, bon, ok, moi je suis condamné à ne pas y aller, mais on va trouver une solution pour y arriver. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour moi, toute l'Afrique devait s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal. Bien que cela ait été fait avec des sacrifices, puisqu'il y a des gens qui ont donné leur vie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier cela. Mais je pense que c'est une histoire qui doit être suivie par le peuple africain. Parce que nous venons d'un continent où il y a des ethnies, il y a des ethnies, voilà. Et donc, quand un peuple arrive à se mettre au-dessus de... Parce qu'ici, il y a les ethnies, hein, il y a les Sérères, il y a les Diola, il y a les Wolof, etc. Mais quand un peuple se met au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, pour mener un combat commun,
viser un objectif et l'atteindre, je pense que c'est à saluer. Et donc, ça a été une grande fierté pour moi d'avoir été reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais c'est historique parce que, voilà, j'ai, comme d'habitude, apporté mon soutien au combat. Lorsque le Premier ministre était en difficulté avec ses amis, à chaque fois que j'étais en tournée, j'en parlais. Quand j'ai joué à l'Olympia, à Paris, j'ai même porté le t-shirt Libérer Sonko dans la deuxième partie. Et donc, ça veut dire que je suivais ce qui s'est passé au Sénégal pendant longtemps. Et donc, inspirante aussi parce que le Premier ministre Ousmane Sonko en lui-même est une inspiration. Pour moi, c'est la manière dont il est arrivé au pouvoir, pour moi, c'est extraordinaire. Et la manière dont il a tenu. Il n'a pas voulu trahir ce combattant. Parce que vous savez, il y a des politiques, vous commencez à lutter, il y a 2 ou 3 mois, et puis vous entendez qu'il a signé un accord. Ils ont signé un accord avec le pouvoir, et puis vous les voyez dans le gouvernement. Et je suis sûr que tout a été fait pour qu'il baisse les bras, tout a été fait pour qu'il rentre dans les rangs. Et donc, malgré la prison, malgré les injures, malgré les complots, malgré, en tout cas, tout ce qu'il a connu, il a tenu. Il a tenu, il avait un objectif, c'était d'arriver au pouvoir pour appliquer sa politique. Voilà. Et voilà, les débuts ne sont pas faciles. Parce que vous savez, quand vous prenez le pouvoir, ceux qui étaient là avant, quand ils savent que le pouvoir leur échappe, ils creusent des trous. Voilà, pour vous emmerder. Donc la première année, les premiers 2 ans vont être un peu difficiles. Mais je pense que si les Sénégalais tiennent, qu'ils font confiance, et je pense qu'on a discuté, je pense qu'il est conscient de sa responsabilité. Il sait qu'il a mis là, et je pense que si les Sénégalais restent unis et qu'ils restent ensemble, et que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Voilà, qu'il n'y arrive pas, il n'y a pas de raison qu'il n'atteigne pas son objectif, c'est-à-dire changer le Sénégal, changer le comportement. Voilà, c'est pas facile, mais je pense que voilà, j'ai rencontré un homme confiant. Partager le monde, rien ne m'étonne. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que le Premier ministre m'a mis en confiance. Je n'étais pas seul. Il m'a même dit, ici au Sénégal, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, je suis sûr que si nous on déconne, tu vas faire des chansons contre nous. Et il a dit, tu vois, il m'a rassuré, il a dit, je suis sûr que, voilà, il a parlé de mon engagement, il a dit que je fais partie des artistes pour lesquels il a beaucoup de respect sur le continent et qu'il est certain que si jamais eux ils déconnent, il est certain que je vais faire des chansons pour les attaquer. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui m'a rassuré, voilà, c'est vraiment un homme du moment qui est prêt voilà, qui est prêt à donner la liberté qu'il faut au peuple pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse... et donc, non, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. De toute façon, moi, j'ai une réputation assez spéciale. Hein. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils étaient dans l'opposition, ils étaient en galère, ce sont mes morceaux qui passaient pendant les meetings. Et donc, arrivé au pouvoir, je pense qu'ils croyaient que j'allais ranger les âmes, que j'allais laisser le micro ou bien que j'allais diluer les messages. Et donc, ils ont été surpris que je suis resté constant. Et donc, voilà, ça fait que depuis qu'ils sont au pouvoir, ça fait 15 ans. Quand j'organise des concerts, je n'ai pas de sponsors parce que tout le monde a peur. Tout le monde se dit, mais c'est Tikenja, le pouvoir ne va pas être content. Donc, je vis les mêmes galères que j'ai vécues sous le régime avant. Non, je veux être constant, je veux suivre le chemin tracé par Bob Marley, qui a vécu les mêmes difficultés en Jamaïque parce qu'il voulait être constant. Il ne voulait pas prendre parti.
Vous savez, Bob Marley est en train de répéter un jour, il y a des gens armés qui sont rentrés, qui ont tiré sur lui. Mais c'est un artiste. Pourquoi on tirerait sur un artiste? Parce que simplement, tout le monde veut avoir l'artiste et l'artiste refuse de prendre parti et il décide, parce qu'il a décidé de continuer à passer des messages d'unité à son peuple. Et donc, je vis presque les mêmes choses. Bon, Dieu merci, je n'ai pas de balles réelles, mais je suis attaqué de partout, quelquefois, parce que tout le monde veut m'avoir et que j'ai décidé de ne pas trahir mon peuple, de ne pas trahir la philosophie du reggae. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan. Ben, moi, je pense qu'il faut mettre plus de moyens. La culture, c'est très important. Donc, je pense que nous, on tourne beaucoup en Europe. On sait que les gouvernants européens mettent beaucoup de moyens, des subventions pour accompagner. Et donc, je pense que si on veut que les choses soient développées sur le plan culturel en Afrique, il faut que les États accompagnent. Parce que vous savez, pendant longtemps, les musiciens, les artistes ont été considérés sur notre continent comme des gens de... Quand tu dis tu veux faire la musique, on dit mais c'est quoi ça? Quand tu dis à tes parents, moi je vais être dessinateur, je veux faire ceci, je veux faire des... On dit non mais c'est quoi ça? Et donc je pense qu'aujourd'hui, avec nos nouveaux gouvernants dans nos pays, dans le monde actuel, il faut mettre beaucoup de moyens pour accompagner les acteurs culturels. Mais il faut aussi qu'il y ait un sérieux au niveau des acteurs culturels. Il faut que, voilà, parce que si on demande à nos autorités de nous prendre au sérieux, il faut que nous aussi, on montre qu'on est sérieux et qu'on fait les choses comme il faut. C'est ça. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Bob Marley est ma référence parce que voilà, je l'ai écouté quand j'ai commencé, grâce à lui que j'ai fait du reggae. Parce que j'ai entendu, pour la première fois, j'ai entendu Africa Unite. La première fois que j'ai entendu d'unité africaine. La première fois que j'ai entendu plein de choses, de messages engagés, c'était à travers les chansons de Bob Marley. Parce que l'un des combats très importants pour moi, c'est le combat pour l'union des peuples africains. Vous savez, nous sommes 54 pays et nous sommes à l'arrière du train. C'est pas normal. En fait, la place actuelle de l'Afrique n'est pas la place normale. Nous avons la majorité des matières premières dont les pays développés ont besoin pour continuer leur développement. Hein? Quand vous parlez de chocolat, c'est cacao. La Côte d'Ivoire est le producteur numéro 1 au monde. Voilà. Vous connaissez quel petit blanc qui n'aime pas le chocolat? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, si on parle du café, de l'arachide, voilà. On a des bonnes positions un peu partout, mais on a à l'arrière du train. Et ça, c'est le résultat de notre division. Si nous restons des petits pays, Sénégal là, Côte d'Ivoire là, le Burkina là, le Mali là, ainsi de suite, des petits pays, nous allons être faciles à manipuler. Et même quand un pays va vouloir prendre sa liberté, voilà, on va le fatiguer. Mais si nous représentons un jour un bloc, c'est-à-dire les 54 pays ensemble, parlant d'une seule voix, mais les gens n'auront pas le choix que de nous respecter. Aujourd'hui, quand il y a des décisions à prendre au niveau des Nations Unies, on va dire, la Russie a donné son avis, l'Union européenne a donné son avis, les États-Unis, la Chine. Quelquefois, quand nous sommes en difficulté, c'est des pays comme la Chine ou la Russie qui votent contre les décisions qui doivent être prises contre nous, je veux dire. Et donc, pour moi, la place actuelle de l'Afrique n'est pas la place normale. Donc, je me bats pour l'unité depuis des années. Tu me laisses la Tchétchénie. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan. Moi, je suis meurtri de voir ça. Je suis très très mal à l'aise. Et à chaque fois, et je pense à nos ancêtres qui nous ont laissé l'EUA, qui est devenue l'Union africaine, qui nous ont laissé la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, puis la CEMAC, je crois, en Afrique centrale, etc. Et donc, notre mission ou notre devoir, c'était de consolider ça. Et même d'agrandir, et même aller jusqu'à, en tout cas, ramener des pays même lointains dans la CEDEAO. Et donc, au lieu
de renforcer la communauté. Nous sommes divisés aujourd'hui. Nous n'avons jamais été aussi divisés, madame. Voilà. Déjà, on parlait des CEDEAO, maintenant il y a l'AES, donc ça fait deux camps, je veux dire. Et puis au niveau même de l'AES, il y a une grande division dans les pays. Le Mali n'a jamais été aussi divisé. Moi, ça fait 22 ans que je vis au Mali. Je n'ai jamais vu autant de divisions au Mali. Le Burkina est divisé, le Niger est divisé. Les autres pays sont divisés sur le plan politique. Mais ça, c'est... Voilà. Donc, moi, voilà, je suis meurtri de voir ça. J'aurais voulu qu'on... Bien que la CEDEAO, il faut le dire et le préciser, n'est plus crédible. Mais moi, j'avais espoir que des nouveaux leaders comme le président Diomaye et le président Sonko, le premier ministre Sonko, s'ils avaient les manettes, je pense qu'ils allaient réformer la CEDEAO. Ils allaient dire la vérité. Ils allaient dire, voilà, ils allaient dire, à chaque fois qu'on allait avoir une occasion d'intervention de la CEDEAO, je pense qu'ils allaient dire les choses comme il faut. Ils n'allaient pas utiliser des voies politiques ou bien des amitiés, parce que c'est ce qui a discrédité la Côte d'Ivoire, comme on appelle la CEDEAO, le fait d'être incapable de trouver une solution, de juger équitablement les choses, c'est ce qui a discrédité la CEDEAO. Donc moi je pense qu'il faut réformer la CEDEAO et avec des nouveaux dirigeants, des jeunes qui sont en train d'arriver, et puis quitte à changer même de nom, puisque aujourd'hui, quand tu parles de CEDEAO, dans certains pays, on n'a pas envie d'entendre du tout. Donc, je pense qu'il faut aller jusqu'à changer de nom et puis donner les manettes à des jeunes dirigeants aujourd'hui qui sont en train d'émerger. Et je pense que c'est ça. Donc, parce que moi, je me bats pour l'unité africaine, je vous ai dit tout à l'heure. C'est uni qu'on sera fort, divisé, on sera toujours faible. Et donc, aujourd'hui, voilà, on est encore divisé. Effectivement, le Mali et les trois pays sont en difficulté parce qu'ils ont décidé de faire une révolution à la Sankara, c'est-à-dire réclamer la vraie copie de l'indépendance. Voilà, sauf que Sankara n'avait pas les terroristes aux fesses. Et donc, moi, je pense qu'ils ont manqué un peu de diplomatie. Parce que Sankara, malgré sa fougue, malgré son charisme, a quand même maintenu une certaine diplomatie et qui faisait que le pays, peut-être Sankara était attaqué, peut-être qu'on cherchait à tuer Sankara, mais il était en train de mettre quand même des trucs en place. Et donc, moi, je pense qu'on a manqué un peu de diplomatie dans ces trois pays et que la souveraineté réclamée aujourd'hui, c'est un combat important, c'est un combat logique. Il n'y a pas que du négatif dans ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Sénégal. Je pense que le fait de mettre, d'arrêter les contrats coloniaux, tous les contrats qui nous attachaient, qui attachaient notre peuple, qui mettaient notre peuple dans un truc d'esclavage. Et donc le fait qu'ils aient cassé des chaînes comme ça, c'est positif. Mais je pense qu'on peut le faire quand on a le peuple avec soi. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais que pour le Premier ministre Ousmane Sonko et pour le président Diomaye, ça ne va pas être facile. Mais le fait qu'ils aient été portés par le peuple et le fait que si le peuple sénégalais reste en majorité derrière eux, ils peuvent décider ce qu'ils veulent pour le Sénégal, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la copie originale de l'indépendance. Parce que moi, je pense que celle qu'on nous a donnée en 1960, c'était la photocopie. Et c'est à notre génération de récupérer la copie originale. Et je pense que c'est ce que ces trois pays-là ont essayé de faire, sauf qu'ils sont sur deux fronts. Ils sont attaqués par les djihadistes et ils sont en confrontation avec l'Occident. Donc, être entre les deux comme ça, c'est pas évident. Parce que la guerre, c'est la guerre. Hein. On peut même penser que, voilà, vous avez deux ennemis ou deux adversaires.
Et donc, peut-être que les deux ennemis ou les deux adversaires peuvent dealer dans votre dos pour ne pas que vos problèmes finissent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà un peu. Je suis meurtri de voir l'Afrique en train de se diviser au lieu de s'unir. J'ai très très mal. Et ça me donne l'impression souvent que notre génération a échoué. Mais, Vous avez espoir? oui, j'ai espoir. Parce que moi, je me réfère toujours à l'histoire des pays dits aujourd'hui, pays stables, pays développés. Quand vous rentrez dans l'histoire de la France, vous verrez que la stabilité n'est pas tombée du ciel tout de suite. Il y a eu un processus, il y a eu des coups d'État, il y a eu des turbulences au niveau des gouvernements, et même le peuple. Et donc, malgré que le général de Gaulle a joué un rôle très important dans la libération de la France, mais arrivé un moment, le peuple n'était pas content de lui. Le peuple est descendu dans les rues pour lui dire il a dû démissionner, je crois. Et donc, quand tu regardes aussi dans l'histoire des États-Unis, voilà, ils sont venus de très loin. Et nous, ça fait seulement 60 ans qu'on a été libérés de la colonisation et de l'esclavage. Ce n'est pas beaucoup. Quand vous mettez les 60 ans d'indépendance, donc de l'âge des pays africains, à côté de l'âge des États-Unis, à côté de l'âge de la France ou des pays européens, vous voyez un gamin ou un adolescent. Donc il faut nous laisser grandir. Et donc, mais personne ne viendra nous aider à grandir. C'est nous-mêmes aujourd'hui. Parce que les autres, ils sont dans un truc naturel. C'est-à-dire, venir prendre à manger pour aller donner à leurs enfants. Et c'est à nous de dire, mais écoutez, vous prenez nos richesses, notre part. Nous sommes les propriétaires, nous devons avoir la grande part, etc. Et donc, je pense que nos dirigeants, pour qu'ils arrivent à réclamer la grande part du gâteau pour nous, il faut le soutien du peuple. Il faut le soutien du peuple. Et donc, d'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse. Le cas du massacre de Tcharoy. Voilà. Aujourd'hui, il faut que le peuple sénégalais aide les autorités à réclamer, comment on appelle, les résultats de ce qui s'est passé. Okay. C'est le peuple sénégalais. Oui, il faut que le peuple sénégalais organise des manifestations pour Tcharoy, pour que le gouvernement sénégalais puisse nous dire ce qui s'est passé, où les morts ont été enterrés, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, on a une version, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'ils ont été enterrés, etc. Il faut que ça soit pour le gouvernement français. Il faut que ça soit, les dossiers soient déclassifiés. Et pour cela, il faut qu'il y ait des manifestations pacifiques. Des manifestations, et ce sont ces manifestations qui vont donner de la force à nos autorités pour s'adresser, voilà, pour réclamer. Parce que si c'est seulement le coup de fil du Premier ministre ou du Président ou envoyer des gens, voilà. Parce que c'est à travers ces manifestations-là qu'il va y avoir des réactions en France. Quand les Français vont voir que les Sénégalais sont en train de se mobiliser pour que la vérité soit dite sur Tcharoy, ben vous allez voir des Français, parce que le peuple sénégalais, c'est un peuple qui a lutté et qui est prêt à aider quand le dossier est juste. Et donc, je pense que le fait de réclamer que ce dossier soit déclassifié et qu'on nous dise où nos parents ont été enterrés, je suis sûr qu'on va avoir du soutien en France. Et donc, c'est ce qui va pousser les autorités françaises à être claires. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes... Est-ce que je pense que ma voix a été suffisamment entendue? Je pense que les générations qui ont grandi avec ma musique ont compris l'importance de l'unité. Ils ont compris l'importance de l'unité. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont venus renforcer notre combat, mais qui ont aussi des conséquences négatives. Parce que l'Afrique avait quelques leaders qui parlaient, l'Afrique avait quelques messages choisis par Dieu pour parler, mais aujourd'hui, tout le monde est devenu messager en Afrique. Tout le monde a son téléphone. Et les réseaux sociaux, au lieu de les utiliser positivement, malheureusement, on les utilise pour s'insulter.
voilà, moi je dis quelque chose, tu n'es pas d'accord avec moi. Le mieux serait que tu prennes ton téléphone pour donner un contre-argument, pour m'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais non, les gens ils ne font pas ça, ils sortent, ils insultent, etc. Alors que les réseaux sociaux devaient être utilisés pour nous rassembler, pour nous unir, pour nous rapprocher, pour viser les mêmes objectifs. Et malheureusement, c'est un peu ce qui a rendu la tâche difficile aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a fait un bond de 20 ans en arrière, parce que les réseaux sont en train de nous fatiguer. Si nos ancêtres qui ont combattu contre la colonisation avaient eu les réseaux, mais ils allaient l'utiliser pour se rassembler, pour peaufiner leurs plans, se rassembler. Et donc, mais malheureusement, nous, au lieu de les utiliser pour positivement, voilà, tout le monde est devenu messager. Voilà. Et donc, tout le monde sait, quand il y a quand tout le monde est messager comme ça, tout le monde s'improvise, leader et messager, et donc ça rend la tâche difficile. Mais j'ai espoir que tôt ou tard, on va se rendre compte qu'on a les mêmes objectifs. C'est le développement, la stabilité pour notre pays, nos pays, notre continent, et puis voilà quoi. Parce que l'Afrique, c'est le continent. Lorsqu'on aura la stabilité, c'est nous qui allons refuser le visa aux Occidentaux. Et je m'explique. Le film de Amoussou. Ouais, le soleil, c'est un événement pour les Blancs. Quand il fait beau, vous regardez à la veille, vous regardez la météo. Et donc la dame ou le monsieur qui fait la météo, il dit « Ah, bonjour, bonne nouvelle aujourd'hui, demain il fera beau, demain on aura 30 degrés de soleil. » Et là tu entends « Waouh !» Là, on sort les bikinis pour aller à la plage, là on sort les habits. Mais chez nous, le soleil, ce n'est pas un événement. On a le soleil tous les jours de l'année. Tous les jours, quand vous êtes à Dakar, vous pouvez aller à la plage. Et donc, vous pouvez surtout vous habiller comme vous voulez. Parce que le climat, le climat ou la température, en fait, quand vous êtes en Occident, mais c'est en fonction de s'il fait chaud ou froid que vous devez vous habiller. Donc, avant de vous lever le matin pour vous habiller, vous regardez, est-ce qu'il va faire combien de degrés? C'est en fonction de ça que vous... Bon, donc, nous, on a... Et donc, quand il y aura la stabilité en Afrique, je peux vous le dire, tout le monde va vouloir venir s'installer ici. Ça a déjà commencé. Le Maroc étant stable, beaucoup de Français ont déjà acheté leur maison de retraite là-bas. Et je pense qu'au Sénégal aussi, il y a beaucoup de Français qui ont acheté ici, beaucoup, voilà, là on sait pour les Français, mais je pense qu'il y a beaucoup de nationalités d'occidentaux qui ont déjà acheté ici. Et donc, moi je suis confiant, ça prendra du temps. Vous savez, 60 ans, c'est pas beaucoup, hein. 60 ans, c'est... Moi j'ai 56 ans, quoi. Donc ça veut dire que je fais partie de la première génération libre d'Afrique. Et donc, du coup, moi j'ai espoir qu'au fur et à mesure on avance et que le peuple va prendre conscience et qu'on va éviter les trucs politiques, etc. Voilà. Et donc, voilà, moi je suis confiant. Maintenant, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pour la non-exclusion des candidats. Je pense que quand tu regardes l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce qui a envoyé des problèmes à la Côte d'Ivoire, c'est l'exclusion. Le fait qu'on a dit à telle personne, il ne peut pas être candidat, lui ne peut pas être candidat, etc. Et ça a créé des frustrations et jusqu'à ce que ça crée une rébellion. Et donc, du coup, on a vécu une crise post-électorale. D'abord une rébellion, ensuite une crise post-électorale qui a été difficile. La Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale en 2010, était carrément à genoux. Aujourd'hui, c'est un pays debout. Quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, voilà, de l'Afrique, c'est l'un des pays les plus debout de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, je pense que pour garder cette stabilité, pour garder cette continuité dans le développement, il faut absolument qu'il y ait justice et égalité. Et je souhaite que les juges en Côte d'Ivoire fassent comme les juges sénégalais. Je souhaite que le peuple ivoirien fasse comme le peuple sénégalais. C'est-à-dire se mettre au-dessus des régions, au-dessus des religions et mener le combat commun pour que les hommes politiques puissent
le respecter, le peuple ivoirien. Parce que tant qu'ils vont rester divisés, même en 2030, on aura les mêmes histoires d'exclusion. Hein. Parce que celui qui va arriver au pouvoir, il va dire, bon, voilà, il va prendre sa calculatrice, voilà, 1 plus 2, regarde, donc il va faire ses calculs et on va à chaque fois construire. Et après, dès qu'il y a des élections, on vient détruire. Et donc, je pense que ce ne serait pas cool pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons le devoir de laisser une Côte d'Ivoire stable, développée, où il fait bon vivre à nos enfants et nos petits-enfants. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Je ne suis pas sur scène ou en studio et que je suis au Mali, je suis dans ma ferme. Je suis dans ma ferme, oui, j'ai une ferme à 45 km de Bamako. Je suis avec mes animaux, voilà, j'ai des... Ouais, je fais tout ce que j'essaie de... J'ai un jardin où je fais un peu tout ce qui va dans la sauce. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a plein de produits qu'on met dans nos légumes, etc. Les gens, dans le but d'avoir beaucoup, la quantité aujourd'hui, ils sont prêts même à oublier Dieu. Et donc, j'essaie d'éviter de contribuer à m'empoisonner moi-même avec tous ces produits qu'il y a sur le marché. Donc, voilà, on fait de la tomate, le concombre, voilà, les oignons, la papaye. En fait, je fais plein de trucs. Et puis, j'ai mes animaux, j'ai des biches, j'ai quelques moutons, j'ai des paons, j'ai des pigeons. Donc, moi, j'aime bien. J'ai beaucoup de respect pour les animaux. Je trouve que c'est des. Voilà. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a beaucoup de Rastas qui ne mangent pas la viande. Moi, je mange la viande parce que quand j'étais petit, je n'ai pas eu assez de viande. J'ai vécu dans une grande cour, voilà. Et donc, d'ailleurs, il fallait manger vite. Et puis, quand tu prenais un morceau de viande, on te mettait un cocotat. Et donc, voilà, j'ai pas pu m'abstenir. Mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup de respect. Et en général, les Rastas, ils ont beaucoup de respect pour les animaux. Parce que nous, on trouve que c'est des êtres qui respirent, qui ont une femme ou des femmes, qu'on appelle femelles évidemment, et puis qui ont des bébés. Et on peut les voir même donner des bisous à leurs bébés, on peut les voir caresser leurs bébés à leur manière. Et voilà, moi je suis très attaché aux animaux. Donc quand je ne suis pas sur scène, c'est ma vie qui est là, je prends ma voiture dès que je peux. Et puis dès que je dépose les enfants à l'école, je prends ma voiture, je vais dans ma ferme. Et puis je reviens le soir les chercher. Et donc je fais ça plusieurs fois en tout cas dans la semaine quand je peux. Évidemment, si j'ai des courses, des rendez-vous, je les fais d'abord. Mais c'est un peu ça ma vie. Moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde. Ben, pour moi, l'éducation, c'est la base. Pour moi, c'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. Aujourd'hui, les gens ils votent encore pour des t-shirts ou pour le parent, parce que le parent vient de tel village, moi je viens de là-bas, donc même s'il n'a pas de programme, même s'il n'a pas de vision, je vais voter pour lui. Je pense que c'est l'éducation qui va nous permettre de quitter dans ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je n'ai pas construit qu'au Mali. J'ai construit 6 écoles sur le continent africain. J'ai construit 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire. J'ai construit une école primaire au Burkina, une école primaire en Guinée-Conakry. J'ai construit un collège au Mali et une école primaire au Niger. Et mon rêve, c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain. Voilà, et donc je pense que le Sénégal est sur la liste. C'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas eu le temps de visiter, mais je vais repérer un village. Et puis après une tournée, on va essayer de financer une école ici au Sénégal. Il y a Haïti aussi qui est sur la liste, qui n'est pas un pays africain, mais je pense qu'on va aller jusque là-bas. Mais en tout cas, mon grand rêve, c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain dans le but de montrer l'importance de l'éducation. Il faut qu'on mette les enfants à l'école. Vous savez, quand j'ai construit l'école du Burkina Faso, quand je suis allé pour rencontrer les villageois, à la réunion qu'on a tenue avec les villageois, je regardais autour de moi et je voyais beaucoup de jeunes filles qui avaient déjà des bébés au dos. Des jeunes filles de 15 ans,
14 ans. Et donc, et ça, c'est le manque d'école. Parce que si les enfants vont à l'école, on ne peut pas les sortir de l'école pour aller les marier. En tout cas, il y a des gens qui le font, mais c'est difficile de le faire. Et donc, je pense que c'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique et que les Africains vont se rendre compte de l'importance des enjeux qui nous attendent. Oui, mon plus grand rêve, c'est l'unité africaine. Je pense que c'est mon rêve principal. Je sais que il ne se réalisera pas forcément de mon vivant, mais je pense que nous devons tout faire pour que les générations qui vont venir après nous sachent que c'est le principal. Il faut l'unité, parce que divisé, on sera facile à manipuler. Divisé, on ne sera pas entendu. Vous savez, je vous ai dit, 54 pays quand même. L'Union européenne, c'est 26 ou 27. Les États-Unis, 50 ou 52 États. Nous sommes 54 pays avec un potentiel incroyable, un potentiel humain incroyable. Nous sommes l'un des plus grands continents. Nous avons un potentiel aujourd'hui, les jeunes. Nous avons une population très jeune. Et donc, pour moi, notre place n'est pas à l'arrière du train. Nous sommes à l'arrière du train parce que nous sommes divisés. Je pense que mon rêve principal de mon vivant, ce que je demande à Dieu, Inch'Allah, c'est que chaque Africain pense comme moi, qu'ils se disent il faut qu'on soit ensemble et c'est ensemble qu'on va être respecté. Le général dehors.